J'en arrive à parler du seul chapitre du gène égoïste qui parle spécifiquement de l'être humain, celui qui a pour titre Les mêmes nouveaux réplicateurs. Alors, depuis le début du cours, je l'ai mentionné plusieurs fois, même si Dawkins insiste sur le fait que l'humain est un résultat de l'évolution par sélection naturelle, comme tous les êtres vivants, il admet quand même à sa façon ce qu'on appelle communément l'exception humaine. C'est-à-dire que l'humain est biologiquement un animal, certes, mais il n'est pas un animal comme les autres. Ce qui le distingue, c'est son caractère culturel. Nous sommes déterminés biologiquement, mais nous sommes aussi déterminés culturellement. Au déterminisme biologique, Dawkins associe un type de réplicateur qui est le gène, et au déterminisme culturel, il associe un autre type de réplicateur pour lequel il a choisi le nom de mème, ce qui fait de nous, les êtres humains, des véhicules ou des machines à survie pour les gènes et pour les mèmes. Dawkins explique son choix de termes comme suit. Nous avons besoin d'un nom pour ce nouveau réplicateur, d'un nom qui évoque l'idée d'une unité de transmission culturelle ou d'une unité d'imitation. Mimème vient d'une racine grecque, mais je préfère un mot d'une seule syllabe qui sonne un peu comme gène. Aussi, j'espère que mes amis épris de classicisme me pardonneront d'abréger mimème en mème. Si cela peut vous consoler, nous pensons que mème peut venir de mémoire ou du mot français même, qui rime avec crème, ce qui veut dire le meilleur, le dessus du panier. Alors, fin de la citation, Dawkins écrit aussi, ouvrez les guillemets, pour comprendre l'évolution de l'homme moderne, il nous faut commencer par rejeter le gène comme seul fondement de nos idées sur l'évolution. Alors, autrement dit, l'évolution concerne aussi les mêmes. La question se pose parfois de savoir si les humains sont les seuls à avoir une culture. Alors, certains vont arguer que non, que la culture existe dans d'autres espèces. Dawkins en glisse un mot, mais il désigne les exemples que l'on retrouve chez les singes et les oiseaux, je le cite, comme des bizarreries intéressantes. Il ajoute que seule notre propre espèce montre réellement ce que peut faire l'évolution culturelle. Alors Dawkins donne pour exemple le langage, les modes en matière de vêtements, de régime, l'art, l'architecture, la technologie, etc. Une théorie scientifique comme la théorie de l'évolution, à ses yeux, ça représente un mème. Alors il parle de l'évolution culturelle dans les termes suivants. Ça ressemble à une évolution génétique en accéléré, mais qui n'a réellement rien à voir avec cette évolution génétique. Pourtant, comme dans celle-ci, des changements progressifs peuvent se produire. Alors, autrement dit, la spécificité humaine implique une évolution beaucoup plus rapide. Et j'imagine qu'on peut tous s'entendre là-dessus. L'évolution culturelle est beaucoup plus rapide que l'évolution biologique. Souvenez-vous que les organismes ont une durée de vie qui est limitée. Les organismes, c'est-à-dire nous et les autres animaux, les végétaux, etc. Mais les réplicateurs, eux, ont le potentiel d'être immortels. Ou du moins une grande partie des réplicateurs pour lesquels un organisme particulier est un véhicule vont lui survivre. Dawkins écrit « Quand nous mourrons, nous laissons derrière nous les gènes et les mèmes. Nous avons été construits comme des machines à gènes, créées pour les transmettre, mais à chaque génération, la contribution de vos gènes est réduite de moitié. Avant longtemps, elle atteindra une proportion négligeable.
Mais si vous contribuez à la culture du monde, si vous avez une bonne idée, si vous composez un chant, inventez une bougie pour un moteur, écrivez un poème, ils resteront intacts bien longtemps après que vos gènes se seront dissous dans le pool commun. 1 ou 2 gènes de Socrate peuvent ou non être vivants aujourd'hui, mais ça n'intéresse personne. Par contre, les complexes des mèmes de Socrate, Léonard de Vinci, Copernic et Marconi sont toujours bien présents. Fin de la citation, on peut sans doute s'attendre aussi à ce que la contribution de Richard Dawkins lui-même au pôle mémique survive longtemps après lui. Alors Dawkins insiste à l'effet que les mèmes sont un nouveau type de réplicateur et non pas un simple effet des premiers réplicateurs, c'est-à-dire les gènes. Ils ne sont pas un effet de la programmation par les gènes. Ils ne travaillent pas forcément dans le même sens que les gènes. Autrement dit, ils ne sont pas soumis à la réplication des gènes. Ils cherchent à se répliquer eux-mêmes. Et je mets des guillemets un peu partout ici parce que souvenez-vous que les réplicateurs ne sont pas des êtres conscients qui poursuivent des finalités. Mais fin de la parenthèse, donc selon Dawkins, on fait erreur en cherchant systématiquement des avantages génétiques aux éléments culturels tels que les religions. Comme être culturel, c'est très possible que nous ayons adopté des attitudes qui ne vont pas dans le sens de la réplication de nos gènes. Dawkins donne comme exemple le mème du célibat chez une certaine frange des hommes, comme par exemple les hommes d'église dans l'Église catholique. Alors Dawkins, en fait, il laisse pas l'impression de dire que c'est bon ni que c'est mauvais, que la culture puisse nous orienter dans un sens différent de la biologie. Comme je le disais précédemment, ce que j'interprète de ma lecture du gène égoïste, c'est que Dawkins présente comme un simple fait que nous sommes des êtres culturels. Et toute proposition d'organisation sociale qui se prétendrait un reflet de la nature humaine sans aucun biais culturel relèverait de l'illusion. Nous sommes des êtres culturels et nous ne pouvons pas être autre chose. Pour en revenir aux mèmes comme réplicateurs autonomes, puisqu'ils ne sont pas au service des gènes. Dawkins estime que certains biologistes font erreur en cherchant toujours des avantages biologiques dans les différents attributs de la civilisation humaine. Les mèmes n'ont pas besoin d'avantager la réplication des gènes pour être en mesure de se répliquer. Le cerveau humain étant capable d'imitation, les mèmes sont capables de se transmettre et d'évoluer, et c'est tout ce qui est nécessaire à leur survie et à leur évolution. Les mèmes se répliquent de diverses manières. Bien entendu, contrairement aux gènes, ils ne passent pas par la reproduction sexuée, mais plutôt par l'éducation et par la socialisation. Les humains se transmettent les mèmes des mèmes, les uns aux autres, par l'exemple, par la parole, par les écrits, par les différents médias. Tenez par exemple une chanson est un mème qui peut être transmis d'un humain à d'autres par la radio. Et tout comme certains gènes se répliquent plus efficacement que d'autres, certains mèmes ont plus de succès que d'autres. Ils se transmettent plus efficacement, ce qui donne lieu à une évolution de la culture, tout comme il y a une évolution du vivant. Mais encore une fois, l'évolution de la culture est beaucoup plus rapide que l'évolution biologique. Et comme pour les gènes, les copies des mèmes qui se trouvent chez un individu, elles ne durent qu'un temps. Mais la fécondité, dans un sens quelque peu métaphorique, a son importance. C'est-à-dire que tant que les mèmes sont transmis à d'autres humains, ils survivent. Dawkins écrit «
Certains mèmes, comme certains gènes, réalisent à court terme de brillants succès en se répandant rapidement, mais ils ne durent pas longtemps dans le pool mémique. Les chansons populaires et les talons aiguilles n'en sont que des exemples. D'autres, telles que les lois juives, peuvent continuer de se propager pendant des milliers d'années, habituellement à cause de la grande pérennité des écrits. La croyance en Dieu est un mème, un qui est fort répandu et un pour lequel on sait que Dawkins n'a guère d'affection d'ailleurs. Toujours au sujet de la religion, dans le chapitre où il parle des mèmes, il écrit « Il y a un autre membre du complexe mémique religieux que l'on appelle foi. Cela signifie avoir une confiance aveugle en l'absence de toute preuve, et même quand il en existe qui démontre le contraire. Le mème de la foi aveugle assure sa propre pérennité grâce au simple expédient inconscient dont le principe est de décourager toute recherche rationnelle. » Alors, pour plus de développement sur l'argumentation antithéiste, antireligieuse de Dawkins, je vous invite à écouter un autre cours que j'ai donné par le passé en cliquant sur le lien sous la présente vidéo ou encore mieux, à lire God Delusion de Dawkins, traduit sous le titre « Pour en finir avec Dieu ». Mais pour en revenir à la notion d'exception humaine, vers la fin du chapitre, Dawkins aborde un élément caractéristique de l'humain dans les termes suivants. La seule caractéristique humaine qui ait pu ou non évoluer mémiquement est sa capacité à prévoir de manière consciente. Les gènes égoïstes, et si vous acceptez l'hypothèse de ce chapitre, on peut dire que les mèmes non plus, n'ont pas le don de double vie. Ce sont des réplicateurs inconscients et aveugles. Le fait qu'ils se répliquent et certaines conditions supplémentaires signifie bon gré mal gré qu'ils tendront à évoluer vers ce qui, dans le sens particulier de ce livre, peut être qualifié d'égoïsme. On ne peut espérer d'un simple réplicateur, gène ou mème, qu'il renonce à un avantage égoïste à court terme, même si cela valait la peine d'attendre le long terme. Mais nous, humains, justement, on est capable de faire ça. On est capable de renoncer à un avantage à court terme pour favoriser des avantages plus grands à long terme. Dawkins écrit « Le point sur lequel je veux insister est le suivant. Même si nous regardons le mauvais côté de l'homme et supposons qu'il soit fondamentalement égoïste, notre double vue consciente, c'est-à-dire notre capacité à simuler le futur en imagination, pourrait nous sauver des pires excès de l'égoïsme des réplicateurs aveugles. Nous avons au moins l'équipement intellectuel pour favoriser nos intérêts égoïstes à long terme, plutôt que nos intérêts égoïstes à court terme. » Alors, Dawkins semble admettre, si on se fie à ce qui est écrit dans le chapitre sur les mèmes, une forme de liberté humaine. Il écrit à la toute fin du chapitre « Nous avons le pouvoir de défier les gènes égoïstes hérités à notre naissance et, si nécessaire, les mèmes égoïstes de notre endoctrinement. Nous pouvons même discuter des moyens de cultiver et de nourrir délibérément des sentiments altruistes purs et désintéressés, chose qui n'a pas de place dans la nature et qui n'a jamais existé auparavant dans toute l'histoire du monde. Nous sommes construits pour être des machines à gènes et élevés pour être des machines à mèmes. Nous avons le pouvoir de nous retourner contre nos créateurs. Nous sommes les seuls sur Terre à pouvoir nous rebeller contre la tyrannie des réplicateurs égoïstes. » Fin de la citation. On constate que Dawkins ne rejette pas du tout la notion d'éthique normative et celle-ci peut tout à fait faire la promotion de l'altruisme. Dawkins soulève la question de savoir si de l'altruisme pur désintéressé existe.
Il faudrait savoir ce qu'on entend par là. On pourrait faire intervenir Kant, Hume et bien d'autres philosophes, mais je garde ça pour une autre fois. Mais souvenez-vous que Dawkins n'a jamais suggéré que sa théorie du gène égoïste puisse servir à fonder les règles qu'on se donne comme société. Il encourage à prescrire socialement l'altruisme. Et tout ça rejoint aussi la question de savoir si l'existence de la culture est une preuve de la liberté humaine, ce qu'on appelle aussi le libre arbitre. C'est certainement l'avis du philosophe Luc Ferry. Ce n'est pas du tout l'avis du philosophe et neuroscientifique Sam Harris, qui fait valoir que le déterminisme culturel reste un déterminisme à part entière. On ne choisit pas davantage les influences sociales et environnementales qui font de nous ce que nous sommes, qu'on choisit ces gènes. Et c'est aussi une question que j'ai abordée dans un autre cours et que je vous invite à creuser en lisant les différents auteurs que je viens de mentionner ou d'autres. Prochainement, je parlerai dans un autre cours de 2 autres biologistes qui critiquent la vision de Dawkins et qui remettent en question la distinction, la division qu'on fait communément entre ce qui est culturel et ce qui est biologique. La distinction nette que certains ont l'habitude de faire, particulièrement en sciences sociales, mais pas seulement, entre l'inné et l'acquis. Il s'agit de Randy Thornhill et Craig Palmer. Mais pour l'instant, voilà qui conclut mon cours sur la conception de l'être humain qui ressort du gène égoïste de Richard Dawkins. Je vous dis à une prochaine fois.